Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Avec vous au quotidien, le magazine qui chaque mois se penche sur un sujet qui vous concerne. Nous le décryptons avec nos invités en plateau. Je vous les présente dans un instant. Ce mois-ci, nous nous intéressons à la question du patrimoine et de comment évaluer sa valeur. Malgré le contexte économique un peu délicat du moment, les Français disposent bien de patrimoine, mais de quelle nature sont-ils conscients de sa valeur? Quelle est-elle réellement? Comment la mesurer et dans quel but? Eh bien, c'est ce que nous allons voir avec vous. Emmanuel Rondeau, bonjour. Bonjour. Vous êtes notaire du côté de Nantes. Et en face de vous, nous avons Carole Gézéquel, bonjour. Bonjour. Commissaire priseur et dirigeante de la maison des ventes Rennes Enchères Bretagne. Alors, si vous voulez bien, on va déjà commencer par un peu définir ce qu'est le patrimoine. Je voudrais qu'on fasse référence à une étude de l'INSEE assez récente, publiée en 2023, qui nous apprend que début 2021, la moitié des ménages français détient moins de 177 200 € de patrimoine et que ce patrimoine, eh bien, c'est à 62% de l'immobilier. Est-ce que ces chiffres vous surprennent, Emmanuel Rondeau? Effectivement, les Français aiment l'immobilier, on le sait, peut-être plus que la bourse, sûrement. Donc je ne suis pas surpris par ces chiffres-là. Malgré tout, ce n'est pas effectivement la France qui, sur le plan européen, détient le record effectivement sur ce patrimoine immobilier. Il y a d'autres pays où les gens effectivement sont très attachés à ce patrimoine. Hormis cet immobilier, de quoi se compose le patrimoine finalement? Le patrimoine, alors effectivement on a l'immobilier dont on vient de parler, mais il y a effectivement toute la partie mobilière qui concerne nos amis les commissaires priseurs. Et puis on a tout le patrimoine financier également qui est détenu auprès des différents établissements bancaires. Alors vous avez effectivement tout ce qui est avoir bancaire, tout ce qui est placement bancaire. L'assurance vie, les actions, les titres, voilà, il y a toute cette partie-là. Et puis on a également tout ce qui a trait, tout ce qui est détenu également par les sociétés. Patrimoine tout ce qui est professionnel, en fait. Voilà, ou même personnel détenu par des SCI. Voilà, donc tout ça fait partie effectivement du patrimoine. Ouais. Vous faisiez référence à Carole Gézéquel et aux commissaires priseurs qui, eux, finalement, ont peut-être une meilleure vision de ce qu'on appelle le patrimoine mobilier. Finalement, de quoi il s'agit, Carole Gézéquel? Alors les Français, je pense, ne savent pas trop justement ce qu'ils détiennent, non seulement au fond de leur tiroir, mais également dans leur intérieur. Ça, c'est plutôt, disons-nous, opaque pour eux. Parce que autant sur les sites internet, on peut avoir la valeur de beaucoup de choses, mais bien souvent, ils redécouvrent, grâce à l'inventaire que l'on fait avec le notaire, leurs objets. Ils ne soupçonnent pas la valeur de certains objets. Je ne dis pas que de meubles. Voilà, on ne parle pas que des meubles. On parle de quoi, par exemple? Quand on dit actif mobilier, c'est, lors d'un inventaire, les meubles, mais aussi ce qui est au mur, les tableaux et aussi les bibelots, la vaisselle, les bijoux également. Et les collections, ça on en parlera tout à l'heure. Ouais. Alors notre question dans cette émission, c'est donc de savoir comment on calcule la valeur de ce patrimoine, qu'il soit immobilier ou mobilier finalement. Dans vos domaines respectifs, vous êtes des experts de ce sujet. Mais en préambule, je voulais quand même malgré tout avoir votre sentiment. Parce que cette valeur, est-ce que malgré tout, elle n'est pas subjective ou tout du moins fluctuante? C'est quoi votre avis là-dessus tous les deux? Aujourd'hui, sur l'immobilier, oui, il n'y a pas de discussion. C'est compliqué aujourd'hui d'évaluer les biens immobiliers. Ils ont été très forts en valorisation après la période Covid. Donc on l'a tous vu. Aujourd'hui, ça s'est un petit peu calmé. Ça a même tendance à baisser, surtout dans les grandes métropoles, Rennes, Nantes, Brest. Les prix baissent. Sur la côte, c'est un peu moins vrai. Mais effectivement, oui, ça fluctue. Donc finalement, une valeur n'est pas figée dans le marbre. Non. Vous souscrivez? C'est un peu comme nous, c'est-à-dire nous, on suit les tendances, les modes. Actuellement, le vintage, des choses, par exemple, même en tendance picturale. Avant, on aimait l'abstrait, le très contemporain. On a beau dire aujourd'hui, on revient à des valeurs sûres, à des choses peut-être plus figuratives, qui rassurent, des matériaux différents. Il y a eu le plastique, maintenant il y a plus le bois. Donc nous, on doit suivre tout ça et c'est très intéressant parce que comme ça, rien n'est acquis. Ça évolue en fonction des modes et des goûts
Voilà, c'est pas et de la vie économique. On affiche une valeur à un instant T, que cette valeur reste la même. C'est d'où l'intérêt sans doute de faire des remises à jour de la valeur de son patrimoine. Alors on va rentrer dans le détail de comment justement vous procédez à la valorisation de ces patrimoines. Et pour cela, je vous propose de commencer par un reportage, car notaires et commissaires-priseurs finalement travaillent souvent ensemble sur le terrain, notamment lors de successions ou un inventaire, vous avez dit le mot tout à l'heure Carole, du patrimoine immobilier et mobilier peut être établi. Alors nous vous avons suivi justement dans cette opération assez habituelle et regardez ce reportage. Pour juger de la valeur des biens d'une maison, l'administration fiscale retient un forfait de 5% de la valeur des autres biens, y compris la maison elle-même. Une surestimation, la plupart du temps, que peut corriger l'inventaire. Il faut qu'on lise tout ce que vous avez pour montrer et prouver à l'administration fiscale que... J'ai pas grand-chose. Eh bien oui, voilà. Comme ça, eh bien, ça vous évite de payer des droits de succession sur un montant forfaitaire qui n'est absolument pas le reflet de la réalité. Durant l'entretien, Maître Jézéquel débute sa visite. Bahut en merisier d'origine, style belle époque, huile sur bois, peintre inconnu, service de table en inox, un coup d'œil, un indice, et chaque objet rejoint son inventaire à l'après-vert. Ça permet quand même aux héritiers d'avoir connaissance de ce qu'ils ont et de donner une valeur, parce qu'à un moment donné, parfois, s'il y a un déménagement ou des héritiers, ils peuvent avoir envie de vendre. Si je mets par exemple 100 € sur un meuble, que je ne suis pas capable de le vendre 100, grosse déception. Donc je mets plutôt une valeur mise à prix en vente aux enchères. Comme ça, s'ils veulent vendre, minimum ça sera vendu ce prix-là. Progressivement, un lien se crée autour de ces meubles et bibelots qui racontent toute une vie. Madame, en fait ce sont des meubles un petit peu fabriqués à l'ancienne, c'est ça, en copie d'ancien. Oui. Ça vient quoi de... Polynésie. Cette armoire-là, plus claire, personnellement, je trouve que c'est aussi très joli. Donc il faudra leur dire à vos filles, non, celle-là, il ne faut pas l'acheter. La commissaire-priseur m'a donné une idée de la décaper. De la discrétion jusqu'au conseil d'éco, le rôle de Maître Jézéquel apparaît soudain bien plus complet qu'il n'y paraît. La valeur, là, finalement, elle n'est pas si importante. C'est un peu comment l'objet a été fabriqué, où il a été fabriqué. Et là, on est dans un autre cheminement de leur intimité et de leur maison. Une relation de confiance précieuse qui offre également aux héritiers une facilité pour préserver, vendre ou partager ses objets et ses souvenirs. Carole Jézéquel, pour rebondir sur ce qu'on vient de voir et sur ces estimations finalement du mobilier suite à un décès, vous disiez que c'est une opération assez courante, même quand finalement on pense qu'on n'a pas de patrimoine chez soi. Comment ça se fait? Oui, bien souvent le notaire a du mal à obtenir l'accord parfois des héritiers en disant mais pourquoi faire venir un commissaire-priseur alors que je n'ai rien chez moi, il n'y a pas de valeur, tout ça c'était acheté il y a longtemps, ça ne vaut rien aujourd'hui. Justement, c'est pour faire baisser. Et ce que va expliquer le notaire tout à l'heure, c'est que si on ne fait pas d'inventaire, on prend un forfait de 5% sur tout l'actif, le patrimoine, c'est-à-dire l'immobilier, les comptes en banque et autres. Donc 5% du tout. Oui, autant c'est chiffrable, si vous voulez, la pierre, parce qu'en fait, il y a des argus, il y a des taux. Mais pour le meuble, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc, faute de savoir, on a décidé, l'administration fiscale a décidé de prendre un forfait de 5%. Si on fait, ou de faire l'inventaire. D'accord. Et ce forfait de 5%, il porte finalement sur l'ensemble du patrimoine. C'est-à-dire qu'il ne porte pas que sur la valeur des biens immobiliers. On prend l'ensemble des avoirs, bancaires, placements et autres. On fait un bilan de tout ça. Et effectivement, on prend ce forfait de 5% qui porte sur l'ensemble. D'où l'intérêt. Voilà. Et donc, si on estime, et surtout quand il y a des droits de succession et que ce montant de 5% est beaucoup trop élevé, surtout quand on est dans des lignes collatérales, avec des frères et sœurs héritiers ou des neveux nièces où effectivement le taux de taxation est extrêmement lourd, on est effectivement très souvent amené à faire un inventaire avec un commissaire-priseur pour justement essayer de minimiser un petit peu ce montant de 5% et pour limiter... C'est un intérêt fiscal. Voilà, c'est un intérêt simplement fiscal pour les... Voilà. Ouais. Et puis ça peut avoir aussi un intérêt pour ensuite les héritiers se partager à la juste valeur le mobilier, donc ils n'ont pas forcément connaissance à la base de cette valorisation. Oui, parce qu'il y a des surprises malgré tout. Parce que quand vous arrivez comme ça pour faire un inventaire, bon, vous découvrez un peu les choses et puis il y a des fois on découvre des pépites. On est en live, c'est-à-dire on ne sait pas du tout, et c'est ce qu'on aime dans notre métier, c'est se dire que va-t-il y avoir dans cette maison. Et parfois il ne faut pas se fier du tout.
à l'aspect extérieur de la maison, qui peut être classique dans un lotissement. Ce n'est pas forcément un château. Mais parfois, il faut dire que les Bretons, en général, ont voyagé, ont également beaucoup engrangé, aiment les objets et donc sont conservateurs. Donc, c'est-à-dire d'héritage en héritage, on n'a rien vendu et on peut découvrir, ou parfois des chineurs qui vont chiner comme ça au hasard ou chez Emmaüs. Et puis, un jour, c'était un inventaire à Fougères. Eh bien, c'était quelqu'un qui chinait beaucoup. Donc, on n'arrivait même plus à rentrer dans les pièces. Je suis quand même allée voir, d'essayer de sonder au laser. On va dans le grenier. Et derrière la porte du grenier, il y avait un miroir bombé dit de sorcière, d'une artiste connue qui s'appelait Line Vautrin, et ce miroir valait 60 000 €. Et il n'y avait que ça dans la maison. Enfin, c'est déjà beaucoup, parce que 60 000, avant d'avoir 60 000 € de mobilier et d'objets. Donc, vous voyez, il faut se fier, il faut vraiment toujours l'œil, même si on voit beaucoup de choses, se dire, il peut y avoir, dans un intérieur courant, tout d'un coup un objet qui est là. L'objet est mobile, comme nous. Donc, on a des surprises de temps en temps. On peut être amené, nous, fiscalement, à arrêter l'inventaire parce qu'on a une mauvaise surprise pour nous, mais une bonne pour les clients encore. Parce que là, il valait mieux bien le forfait de 5% que de... Voilà. Emmanuel Rondeau, vous allez, vous, notaire, donc intervenir dans l'évaluation de ce patrimoine ensuite immobilier, dans le cadre de succession, mais ce n'est pas le seul moment où vous intervenez. Ah non, le patrimoine immobilier, on l'évalue... tous les jours, dans plein de domaines. On en a besoin de ces évaluations pour la vente. À partir du moment où, moi, par exemple, à l'étude, j'ai un service négociation et donc j'ai une personne, effectivement, qui me fait les évaluations à partir du moment où un client nous donne un bien à vendre. Mais on va nous le demander également pour estimer un bien pour une donation, pour une succession également. On va en avoir besoin à la demande aussi assez régulièrement des banques, lorsqu'il y a un prêt relais, par exemple, où la banque va demander effectivement une valorisation du bien qui va être vendu et sur lesquels effectivement les acquéreurs ont une vision sur un nouveau bien et donc il va falloir faire un lien. Et puis lorsqu'ils ont besoin de travaux aussi, et la banque va prendre une hypothèque, donc ils veulent connaître la valeur de la maison. Voilà, donc il y a plein de raisons pour... Oui, quand il y a la création d'une société aussi, par exemple. Pareil, si on veut faire un apport d'un bien à une société, effectivement, il va falloir qu'on évalue le bien, puisqu'il va falloir payer malheureusement de quelques petites taxes sur l'apport. Oui, et puis les impôts aussi, en cas d'impôt sur la fortune immobilière. Il faut que le bien soit évalué de manière précise. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire que là, effectivement, on a l'administration fiscale en face, et donc il faut qu'on soit au juste prix sur la valorisation d'un bien, puisque l'administration fiscale a eux-mêmes une base de référence. Nous aussi, d'ailleurs, avec un fichier qui s'appelle Perval. Je voulais que vous me disiez justement un mot de cette base de données Perval, parce que bien évidemment, on n'estime pas un bien immobilier, et on parlait tout à l'heure aussi de fluctuance du marché, comme ça, au doigt mouillé. Il y a vraiment des référents. À quoi elle vous sert, cette base, si on veut être concret? Alors, Perval, en quelques mots, c'est un fichier qui est alimenté par la profession. Toutes les ventes immobilières sont donc enregistrées, sont accessibles à tous les notaires de France et ça nous permet effectivement, sur telle ville, telle commune, telle région, d'avoir une base de données sur les prix de vente. Alors évidemment, c'est fait au moment des ventes, donc on a un petit décalage de 3-4 mois. Et aujourd'hui, en fait, on a mis en place une alimentation de ce fichier-là au moment des compromis de vente et des promesses de vente. Et donc, du coup, on est beaucoup plus proche de la réalité. On a un retour à moins d'un mois. Et donc, on est vraiment au jour le jour quasiment sur les prix de l'immobilier aujourd'hui. Et c'est important parce qu'au vu du contexte un peu compliqué qu'on expliquait tout à l'heure, il faut faire de la pédagogie auprès des clients d'ailleurs. Voilà, cet outil est beaucoup plus simple. C'est compliqué parce qu'effectivement, après la période Covid, les clients ont acheté à des prix forts, surtout les maisons individuelles. Et puis aujourd'hui, on est sur une période qui est moins faste. Et donc, il y a des gens qui ont besoin de revendre leurs biens. Évidemment, ils vont avoir beaucoup de mal à retrouver leur prix de 2020 ou 2021. Et donc, il est vrai qu'aujourd'hui, ils ont beaucoup de mal à baisser leur prix pour faire un effort. Mais de toute façon, ils n'ont pas le choix, surtout quand il y a des prêts relais qui sont mis en place sur autre chose. Ouais, le prix, c'est aussi ce que quelqu'un est prêt à mettre pour acheter votre bien, quel qu'il soit finalement. Une catégorie qu'on n'a pas évoquée tout à l'heure, mais qui vous demande parfois de réaliser une valorisation de biens, une estimation, c'est les magistrats. Tout à fait. Les magistrats nous demandent effectivement des estimations de biens
entre autres lorsqu'ils ont des personnes qui sont placées sous des régimes de protection, donc sous les régimes de tutelle, curatelle, habilitation familiale. Et lorsqu'on a besoin de vendre effectivement un bien immobilier, le magistrat va souvent demander une estimation faite par un notaire, voire 2 notaires, voire un notaire et une agence. Et donc effectivement, on fait ces estimations-là pour les tribunaux. Carole Gézéquel, un petit mot peut-être sur le métier de commissaire-priseur. On vous a vu travailler avec les notaires sur le terrain, mais il y a d'autres professionnels qui interviennent pour justement mettre le juste prix sur ce que vous pouvez... Alors, même chose, donc nous avons aussi une base de données qui est alimentée par toutes les adjudications quasiment au jour le jour. Et il y a donc 2 bases essentielles. Il y a une base qui s'appelle Atlas, mais qui est interne au commissaire-priseur, et une base qui est maintenant internationale, créée par justement un Français, sur toutes les adjudications sur les arts graphiques, c'est-à-dire tableaux, sculptures, lithographie. Donc c'est-à-dire que là, on va se faire aider par tout ça aussi, mais ensuite, évidemment, on est comme des médecins généralistes, c'est-à-dire on est capable de détecter quelque chose de très bien. Mais après, il faut des spécialistes. C'est-à-dire que, par exemple, souvent, il y a des bijoux. Alors, tarifer l'or, c'est pas compliqué, mais tarifer une pierre, il nous faut du matériel, il faut des certificats. Donc là, nous, autour de nous, on a quasiment 15 experts différents. Numismatique, art africain, instruments de musique, tableaux modernes, tableaux anciens. En fait, tout cela, ce sont des spécialistes en satellite, indépendants, qui travaille pour le commissaire-priseur, ce qui fait qu'on va essayer de se tromper le moins possible sur l'évaluation. Mais après, le vrai prix, c'est le prix adjugé. C'est ça. Ça, c'est sûr, parce que c'est le prix... vous parlez d'adjugé, ça tombe bien, je voulais qu'on dise quand même un mot des ventes aux enchères. Alors, qu'on soit bien clair, c'est pas parce que vous faites un inventaire que les meubles partent en vente aux enchères. Non, mais c'est bien de clarifier les choses. Aujourd'hui, on fait des ventes aux enchères de quoi? Qu'est-ce qui fonctionne? Vous, qu'est-ce que vous proposez? En fait, aussi, tout fonctionne, mais ça dépend à quel prix. Tout se vend aussi en immobilier, mais aujourd'hui, voilà. Alors, il y a eu un boom énorme avec le confinement, c'est-à-dire qu'on a vendu 2 à 3 fois le prix. Même chose que dans l'immobilier. Vous voyez, tout ça, c'est lié. Tout le monde s'est mis à aller sur Internet. Et donc, tout le monde a acheté aux enchères par des plateformes. Il y en existe 2 principales. Une qui s'appelle Drouolive et une autre qui a été créée en Ille-et-Vilaine. Ça, je suis très fière de le dire. C'est-à-dire que ce live... Il existait une base de données, mais après, ce live a été développé par un informaticien, donc à Rennes notamment, et ensuite qui a vendu après au national. Donc tout le monde utilise ce inter-enchère live et Drouolive, et c'est-à-dire que là, on va pouvoir tout vendre, tout se vend. Après tout, il y a un collectionneur toujours pour tout. Et ça ce qui est bien, c'est que ça a permis d'éviter que tout soit concentré sur Paris. C'est-à-dire, c'est là-bas qu'on va vendre le plus cher. Et bien maintenant, on peut vendre cher, même dans des petites bourgades, des petites villes de Bretagne, parce que si on a fait la bonne expertise, la bonne publicité, on va vendre dans le monde entier. Et il y a toujours évidemment les salles des ventes. Oui, il faut venir nous voir, bien sûr. Petit aparté quand même, notre patrimoine français, mais peut-être aussi breton, allez-vous me dire, il part beaucoup à l'étranger, parce qu'il intéresse. Alors, vous savez que les faïences de Quimper, HB Quimper, les 2 plus grandes collectionneuses, c'était une anglaise et une américaine. C'est elles qui ont fait le marché de cette faïence de Quimper, qui était, parce que c'est le folklore, c'est vraiment, pour eux, c'est la France, c'est la Bretagne. Donc en fait, ce patrimoine. Alors maintenant, attention, maintenant les Bretons commencent à se dire, attention, il est bien notre patrimoine aussi. Donc maintenant, on essaie de développer des jeunes collectionneurs qui s'intéressent au mobilier aussi créé jusque dans les années 50. Donc aujourd'hui, moi, je fais tout pour que le patrimoine breton soit connu dans le monde entier, mais soit aussi conservé chez nous. Et c'est important. On va poursuivre cette discussion tout à fait passionnante sur cette question du calcul de la valeur de notre patrimoine. Mais tout de suite, on va accueillir Vincent Lemay pour la chronique Actu de ce mois de mars. Bonjour Vincent. Bonjour Ali. Alors on va commencer par un point d'actu qui va en ravir plus d'un, je pense, au sujet de l'assurance automobile. Actu super intéressante pour tout le monde, nous allons tous en profiter puisqu'à partir du 1er avril 2024, non, vous êtes toujours obligé d'avoir votre assurance automobile. En revanche, vous ne serez plus obligé d'apposer votre vignette sur votre véhicule, ni non plus de détenir la carte verte de l'assureur.
Donc en cas de contrôle, en fait, les forces de police auront accès à un fichier qui s'appelle le fichier des véhicules assurés et pourront vérifier en temps réel si vous êtes bien assuré ou pas. Voilà, je vois que ça a ravi tout le monde autour de cette table. J'ai pris un PV il y a... Depuis la loi Lyon de 2014, c'est-à-dire que la trêve hivernale commence le 1er novembre et finit le 31 mars. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la période durant laquelle les procédures d'expulsion d'un locataire par un propriétaire bailleur sont suspendues, entre autres pour les causes d'impayés qui seraient successifs. Donc à partir du 1er avril, malheureusement, ces personnes-là ne seront plus protégées. Alors, nous sommes bien Avec vous au quotidien et pas dans Turbo, mais on a une autre information concernant l'automobile. Bientôt la fin du permis de conduite pliant à 3 volets. Saviez-vous que votre permis de conduire avec l'ancien format, le format rose, est valable jusqu'au 19 novembre 2033. Il y a encore un peu de marge, on a encore quasiment 9 ans. Mais vous pouvez d'ores et déjà demander son remplacement. Alors ça se fait en ligne, c'est gratuit, c'est sur permisdeconduire.ants.gouv.fr. L'ANTS étant l'Agence nationale des titres sécurisés. On peut faire cette demande, donc le permis rose, donc valable jusqu'au 19 janvier 2033. Peu de marge, mais on peut s'en prémunir. Vous restez avec nous, Vincent, si vous voulez bien, pour les questions téléspectateurs que je vais poser maintenant à nos invités. Alors la première concerne un monsieur qui nous dit « J'ai 82 ans, ma femme 75. En donnant la nue propriété d'un bien commun à notre fils, y aura-t-il des droits de donation à régler ?» Emmanuel Rondeau. Bon, question pas suffisamment précise pour pouvoir répondre clairement, mais... à partir du moment où on fait effectivement une donation aux enfants, il faut d'abord savoir que les enfants ont un abattement fiscal de 100 000 € par parent, et cet abattement fiscal, on le récupère tous les 15 ans. Que lorsqu'on donne un bien, et entre autres lorsqu'on donne la nue propriété d'un bien, les parents vont se réserver ce qu'on appelle un droit de jouissance, un usufruit, et que cet usufruit est calculé en fonction de leur âge. Et donc, il faut effectivement, comme indiqué, selon les tranches d'âge, on a un usufruit. Plus on vieillit, en fait, plus l'usufruit est faible. Et donc, il y va effectivement d'un intérêt de transmettre aux enfants, avec une réserve d'usufruit. Effectivement, pour pouvoir répondre clairement à la question, il faudrait connaître la valeur du bien, etc. etc. Oui, et finalement, le montant de ces droits de donation dépendront... dépend effectivement des abattements fiscaux, de ce qui reste comme abattement fiscal, de la valeur du bien, de plein de choses. Donc, il vaut mieux aller voir son notaire pour faire un petit calcul. Et faire une évaluation précise avant du bien. Justement, on va parler d'évaluation peut-être. On a une deuxième question. Ma mère vient de décéder et la succession comprend des œuvres d'art. Comment estimer leur valeur ? Alors même chose, œuvres d'art, les définir, c'est pas forcément évident. Tout est de forme de création artistique. Ça peut être une création artisanale, mais une œuvre d'art pour ces personnes. Donc l'idée, c'est surtout de nous envoyer des photos au commissaire-priseur de France. Et déjà, avec une photo, le commissaire-priseur est capable de dire oui, c'est une œuvre d'art, ou oui, c'est un objet décoratif. Et donner des fourchettes d'estimation. Alors, j'ai une troisième question. On va essayer de voir rapidement, peut-être Vincent Lemay, vous nous donnerez quelques indications. Une personne nous demande, au décès de mon père, mon frère n'a pas révélé tous les dons reçus sous prétexte que mes enfants, eux aussi, ont été gratifiés. Est-ce que c'est normal? Alors, peut-être la question n'est pas suffisamment précise. Tout d'abord, vous avez une obligation de transparence fiscale, en fait. C'est-à-dire que vous devez révéler aux services fiscaux l'ensemble des donations que vous avez pu recevoir, qu'elles soient déclarées ou pas déclarées. Mais finalement, l'enjeu, c'est au moment du décès, de savoir si, sur la dernière période de 15 ans, en tout cas fiscalement, l'ensemble des transmissions ont été déclarées, puisque vous avez certains abattements en fonction du degré de parenté que vous avez entre la personne décédée et puis finalement ses héritiers, qu'ils soient leurs enfants, leurs neveux et nièces, etc. Donc c'est au notaire de vous accompagner par rapport au calcul de ces droits, les abattements. Effectivement, c'est des choses qui sont non déclarées, on va vous inciter à le faire. Parfois, il n'y aura pas d'impact fiscal, parce que vous serez en dessous des abattements, mais parfois, il y en aura et vous serez en dehors des clous si vous ne déclarez pas. Je voudrais qu'on soit très rapide pour la conclusion, tous les deux, Carole Gézéquel et Emmanuel Rondeau. La valeur, Carole Gézéquel, elle dépend aussi du contexte. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, la valeur des tendances, de la dernière exposition, d'un personnage célèbre qui vient d'acheter tel artiste. Enfin, tout ça, c'est variable et c'est pour ça qu'il faut mettre à jour et ne pas hésiter à consulter les professionnels, que ce soit dans le mobilier et objets d'art et... Voilà. Dans l'immobilier, parce que l'immobilier, on peut aussi le vendre aux enchères. Tout à fait. On en a abusé même après la période post-Covid,
où il était effectivement compliqué de valoriser entre autres les maisons dans les grandes métropoles, parce que tout le monde voulait un bout de jardin pour éviter d'être confiné dans son appartement. Et donc c'était extrêmement compliqué d'évaluer les biens. Et donc on a mis en place effectivement des ventes interactives, des ventes aux enchères. Et donc ça a permis, dans beaucoup de cas, de vendre des biens 20, 30, 40, des fois 50% au-delà de la valorisation qu'on avait pu faire, nous, au départ. Mais ça reste un bon outil pour avoir un moment le juste prix. Ah bah, tout à fait. Ah bah là, aux enchères, il y a plusieurs candidats, entre guillemets, qui se battent sur un bien. Et c'est le dernier enchérisseur qui l'emporte. Et donc, c'est effectivement le juste prix. Merci beaucoup à tous les deux, à tous les trois d'avoir alimenté cette émission sur le calcul de la valeur du patrimoine. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro d'Avec vous au quotidien.